de l'adulte, de la famille, du travailleur social, des institutions étatiques. Et troisièmement, il y a la tendance trop facile, même s'il n'y a pas d'intention de nuire, de la part du décideur, la tendance à la facilité est trop dangereuse et trop facile pour que les gens qui côtoient et qui ont eu l'expérience de rencontrer les jeunes puissent laisser faire des logiques où on va peut-être instrumentaliser tout le monde là. Et que comment on va répondre à tous ces délits, les incivilités, voyez? Alors c'est pas plus à « Oh, il a dit va niquer ta mère ». Qu'est-ce que je fais? Première réponse. Eh bien, privé 15 jours de télé. Ah ouais? Alors le pauvre maman, pendant 3 ans, il ne la voit plus la télé. Parce qu'il va avoir du mal à y arriver. Est-ce que ça veut dire c'est pas grave, il a tué personne, faut pas en faire un fromage? Ça, c'est un discours dominant que je réfute tout autant. Parce que banaliser tout, c'est déposséder le jeune de tout, y compris de son acte. Et il faut qu'on arrête d'avoir un monde des adultes qui passe son temps à analyser les mômes pour ne pas dire ce qu'il doit faire lui. Dit à la façon un peu moins théorique, c'est il va falloir que les adultes apprennent à passer un peu moins de temps à analyser la température des minots pour passer un peu plus de temps à annoncer la leur. Voilà, c'est ça que j'appelle la posture et le positionnement éducatif. Et l'éducation, ça passe par de la contrainte, ça passe par du non négociable, par de l'interdit et par de la sanction. À partir de là, on peut avoir un débat intéressant ensemble, parce que je ne pense pas que ces jeunes-là, on leur rende service en leur laissant croire qu'on ne les a pas entendus, qu'on nie l'acte qu'ils posent, qu'on n'y répond pas, ou qu'on se contente de dire soit pêcheurs les pauvres, c'est la faute de la société, soit c'est tous des tordus, il faut tous les mettre en cabane. Voyez, il n'y a rien de plus faux comme façon d'aborder le débat de cette manière-là. Voilà, moi, je m'en tiens là pour l'instant, mais c'est un peu provocateur au sens de provoquer. Vous appelez à réagir. Pas tout de suite, mais on passe la parole à Élie qui va entremêler son regard à lui, qui est plus celui du sociologue, et puis on redonnera la parole à Serge, parce que maintenant qu'il a mis l'eau à la bouche sur cette posture éducative, il faudra que tu en parles un petit peu plus. Ah oui, en matière d'eau à la bouche. Bah. Bon, je ne suis pas certain de... Bonsoir d'abord, de pouvoir faire le clown aussi bien que mon collègue. Alors je vais quand même commencer par une citation de Coluche qui disait... Ça va, hein, commence fort. Qui disait, mais la personne qui représente le terrain, c'est Serge, il parle de Boris Cyrulnik et d'autres. Donc moi je présente soi-disant la théorie et donc je vous parle de Coluche. Il disait, Coluche, il y a 2 types d'avocats. Il y a celui qui connaît le droit et celui qui connaît le juge. Vous voyez, des gens Bon. Alors, il disait aussi, quand on est un homme politique, on préfère mettre de l'argent dans les prisons que dans les écoles. Ce qui est logique, puisqu'à l'école, on est sûr de ne pas y retourner. En prison, c'est pas évident. Voilà, donc, d'ailleurs, on construit en ce moment des prisons, y compris des prisons pour mineurs, dont on parlera tout à l'heure avec Serge. Alors, un philosophe disait, par contre, je ne sais pas le nom, mais c'est pas important, c'est ce qui est important, c'est ce qu'il disait. Il disait, la société est responsable de la délinquance, et le délinquant est responsable de ses actes. Donc ça pose bien un cadre qui renvoie à la fois donc à une norme sociale qui serait donc porteuse des gènes de la criminalité dont je vais parler, et ça renvoie aussi à l'individu. En fait, ça veut dire que toutes les personnes qui présenteraient toutes les caractéristiques pour être plus facilement délinquants que les autres ne deviennent pas nécessairement délinquants. Ce qui veut dire que dans les cités dont on parle souvent comme étant des cités sensibles, il n'y a pas autant de délinquants que d'habitants et il n'y a pas autant de délinquants jeunes que d'habitants jeunes. Bon, par contre, est-ce qu'on peut dire par ailleurs que ces cités ne sont pas en elles-mêmes porteuses de certains facteurs, de certains ingrédients qui vont en fait mettre en scène
la possibilité de la délinquance. Donc ça, c'est une vraie question. Aujourd'hui, on a tendance à penser que on ne sait pas agir sur les causes de la délinquance, mais qu'on essaie d'agir sur ses conséquences, pour éviter justement que ces conséquences ne soient trop importantes, que ce soit pour la société, pour les citoyens, mais aussi pour les auteurs de ces actes. Pourquoi je dis ça? Parce que les causes, c'est important quand même d'y revenir, même si on sait qu'on n'a pas beaucoup de prise dessus. Pourquoi on le sait en creux qu'on n'a pas de prise? Parce qu'on voit que, quelles que soient les époques, quelles que soient les sociétés, donc le temps et l'espace, on a eu et on aura des phénomènes de délinquance. Quelles que soient les époques, on a entendu parler des classes dangereuses, n'est-ce pas? Dans un passé qui est déjà lointain, mais finalement pas tant que ça. Donc on sait qu'on a des indicateurs qui montrent que la délinquance ne peut pas ne pas exister. Donc ça veut dire que une société sans délinquance, ça reste une utopie. Alors évidemment, je reconnais que c'est un petit peu pessimiste de dire ça, et en même temps, dans l'histoire, je ne trouve pas de tendance qui montre que ces phénomènes-là sont en recul. Alors après, les statistiques, est-ce que ça augmente, est-ce que ça baisse? Vous savez qu'à chaque fois qu'on publie les chiffres, ça donne lieu donc à des polémiques, parce qu'il faudrait décortiquer beaucoup plus les choses. Il faudrait rentrer dans le détail qui fait que, par exemple, on ne peut pas indiquer le véritable chiffre de la délinquance dès lors qu'il n'est basé que sur les phénomènes déclarés. Donc il y a un certain nombre de phénomènes, notamment bien sûr de petite délinquance, qui restent officiellement inconnus, mais qui néanmoins alimentent ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité. Donc en fait, ce que Serge disait tout à l'heure, en disant que pour lui, quand il s'est remis en cause, en disant qu'il en avait ras-le-bol de cette délinquance, et qu'il avait fait le constat que concernant lui-même, ça lui était arrivé qu'une fois en 61 ans, son sentiment, il est clairement aussi alimenté par ce qui arrive autour de lui, donc pas forcément à lui, ce qui arrive et qui n'est pas porté donc, à la connaissance publique, donc qui n'est pas matérialisé par des plaintes. Et si vous allez même dans le niveau qui est au-dessous de la plainte, qui est par exemple la main courante, il faut savoir aussi que cette main courante, ce qu'elle contient, n'alimente pas les statistiques. Donc ça veut dire qu'en fait, la délinquance qui nous est donnée à voir, elle est probablement inférieure à la réalité. Bon, qu'on se contente aussi de dire souvent qu'on est heureux quand on apprend que les taux d'élucidation sont en augmentation. Ça veut dire que l'élucidation, c'est quand on arrive à trouver les auteurs. Donc on en est à peu près aujourd'hui à des taux d'élucidation globaux qui sont à 30%, alors qu'ils ont ce taux a longtemps flirté avec les 10%. Donc on pourrait éventuellement dire que c'est finalement une bonne chose, mais quid des 70% qui ne sont pas élucidés. Et par contre aussi, effet pervers du système, si vous multipliez les policiers, vous multipliez aussi les délinquants. C'est-à-dire, puisqu'on peut supposer que plus il y a de policiers, plus ils vont arrêter de délinquants. Donc en fait, les chiffres vont de ce fait mécaniquement augmenter. Donc en fait, force de police, puisque vous augmentez les chiffres de la délinquance. Donc voilà, donc, et Coluche disait, vous avez remarqué, plus il y a de flics autour des gens, plus ils ont peur. Bon, donc en même temps, il y a aussi l'insécurité, elle s'auto-alimente aussi par ce genre de phénomène. Alors, quelles sont ces causes? Bon, là je ne vais pas m'y arrêter trop longtemps, parce qu'elles sont connues. On voit bien
revenir rapidement. Les questions, bien sûr, de pauvreté, de précarité économique, de situations socioculturelles dégradées. Bon, tout ça, je pense que c'est assez bien connu. Par contre, ce qui est plus difficile à approcher, c'est le lien entre ces causes donc sociales et les actes. Donc ça, on y viendra dans un second temps. Donc je disais en commençant que toutes les sociétés et de toutes les époques sont des sociétés de délinquance. Encore faut-il que les ingrédients y figurent. Vous remarquerez aussi que les sociétés où il y a le moins de délinquance, ce sont souvent, pas toujours, souvent, des sociétés qui sont encadrées en fait par des régimes forts, voire dictatoriaux, dont on pourrait dire que la délinquance de rue est empêchée par la délinquance d'État. Donc je fais allusion notamment aux sociétés d'Europe de l'Est avant la chute du mur, donc pas pour faire un point de polémique politique ou politicienne, mais pour dire simplement que dans ces sociétés, il y avait en réalité assez peu de délinquance, pour deux raisons. La première, elle tient aux fameux ingrédients, et la deuxième, elle tient au verrouillage en fait et au contrôle social qui avait lieu. Donc, à condition qu'on s'accorde sur ce que c'est la délinquance, puisque les gens qui étaient payés pour suivre et pour espionner les autres, on peut considérer qu'eux-mêmes étaient des délinquants. Sauf que c'était des délinquants officiels, c'est ce que j'appelle en fait la délinquance d'État. Alors, les ingrédients qui n'y étaient pas éventuellement, c'est la précarité socio-économique. J'ai pris volontairement l'exemple des démocraties qu'on appelait populaires, pour bien distinguer des exemples qu'on voit de l'autre côté, notamment avec les dictatures sud-américaines, où là, il manque éventuellement l'ingrédient que je vais citer pour les démocraties populaires, l'ingrédient, on va dire en creux, qui consiste à dire que la précarité économique dans ces démocraties n'existait pas ou existait peu. Que les aspects socioculturels que j'évoquais existaient peu aussi, au sens où il y avait en fait beaucoup moins d'inégalités que ce que nous voyons nous dans nos sociétés, ou en tout cas beaucoup moins d'inégalités visibles. Donc on avait par exemple déjà très tôt pris en charge un certain nombre de besoins élémentaires de la société, l'école, le travail, on va dire la culture, le sport, même si après on peut, j'ai pas le temps de faire des digressions en disant que le sport c'était aussi du sport à l'EPO, bon, mais bon, il y avait tout ça. Donc de ce côté-là, on va dire que il y avait un certain nombre de causes possibles de la délinquance qui n'existaient pas ou qui existaient moins, et de l'autre, on avait un système donc d'État policier qui de toute façon veillait à ce qu'il y ait le moins de débordements possible. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, quand on a fait tomber le fameux mur de Berlin, avec toute la symbolique qu'il y a derrière, on a en fait exporté notre délinquance avec nos capitaux. Je voyais là, il y a quelques jours un reportage sur la ville de, je crois que c'est Dresde, j'ai peur de me tromper, sur le nom de la ville, mais enfin c'est une ville donc d'ex-RDA, qui avait un marché, une foire internationale florissante. Pardon ? Leipzig, ouais, merci. Je savais que je me trompais. Alors, Leipzig, où il y avait effectivement là bon, une foire internationale avec justement aussi des échanges avec les Occidentaux, avec, vous voyez, dès qu'on voit échange avec Occidentaux, on voit déjà apparaître des formes de délinquance, on va dire pré-capitalistes, à savoir classique, qui dit homme d'affaires occidentaux, dit prostitution. Donc ces gens-là pouvaient satisfaire certaines de leurs penchants avec donc des prostituées qui elles-mêmes venaient en train de diverses contrées d'Allemagne de l'Est. C'était parfaitement toléré.
bien qu'encadrées, puisqu'une partie de ces prostituées servait d'indic aussi pour la police d'État. Bon, enfin, donc on a commencé à exporter ça. Quand le mur est tombé, la foire de Leipzig n'avait plus de raison d'être, et cette forme de prostitution a quasiment disparu, pour voir apparaître en fait des formes plus classiques, on va dire, plus occidentales. Donc, vous exportez des capitaux, vous exportez des hommes d'affaires, vous exportez la délinquance qui va avec. Donc, il n'y a pas de raison de penser que la mondialisation, on va dire, du capital n'entraîne pas aussi la mondialisation de la délinquance. Ce qui veut dire qu'en fait, dans toutes nos sociétés, les formes de délinquance ont quand même tendance à se ressembler. Ce qui est inquiétant quand même, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, personne n'a trouvé la solution, puisque la solution consisterait à lutter contre les bases mêmes de notre société, qui par définition ne sont pas remises en cause aujourd'hui. Donc c'est assez compliqué. Donc on ne trouve pas les solutions. On ne les trouve pas aussi parce que nous avons, alors là ça renvoie à des positionnements politiques et philosophiques, nous avons fait collectivement des choix d'une société de l'argent, de l'individualisme. Proudhon disait la propriété c'est le vol, donc si je récupère quelque chose qu'on m'a volé, finalement je ne suis pas un délinquant. Et donc cette logique-là qu'on a renversée, elle a aussi eu pendant un certain temps pignon sur rue. Bien, alors, quelques éléments qui vont un petit peu continuer, je dirais, à colorer le discours. C'est l'importance de la norme. Quelles que soient les causes de la délinquance, les citoyens doivent respecter une série de normes sociales, de codes, de règles. Sans code, sans normes et sans règles, il n'y a pas de société. Donc, même si la société est elle-même responsable de la délinquance, on est tenu de respecter les normes qui essaient d'encadrer cette délinquance, qui essaient, entre guillemets, de lutter avec les moyens qui sont les siens, et on le voit bien qu'ils sont différents, par contre, là, d'une société à l'autre. Qui sont différents à l'intérieur de la même société, d'un camp politique à l'autre. Et à l'intérieur même d'un même camp politique, il y a des différences. On l'a vu avec le durcissement de la répression dans la justice des mineurs, avec la récente loi sur la prévention, sur la délinquance, dans laquelle il y avait effectivement, un chapitre assez conséquent sur la délinquance des mineurs, et avec donc la création d'établissements pénitentiaires pour mineurs, dont on parlera certainement en deuxième partie. Bon, donc cette norme, elle est là. Si vous ne respectez pas la norme, vous êtes un déviant. Si vous êtes déviant, on va s'occuper de vous. Alors comment s'occuper de vous? On peut éduquer, on peut punir. Alors, on peut éduquer et punir. On peut punir dans l'acte éducatif, ça je crois que Serge, de réparer donc les préjudices causés soit aux biens, soit aux personnes. Mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas faire, c'est de ne pas donner de réponse. Donc en fait, le propre de toute société civilisée, c'est de donner des réponses à cette délinquance. Autre point que je voudrais rapidement évoquer, c'est la différence entre l'illicite et l'immoral. On en a un exemple vraiment, à mon sens, très parlant, avec ce qui se passe sur l'affaire de l'Union des industries et métiers de la métallurgie, donc l'UIMM, où là, donc, qu'apprend-on? Qu'un grand patron, enfin des grands patrons, puisque ses prédécesseurs ont dit qu'ils faisaient pareil depuis des décennies, en 7 ans, ont retiré 20 millions d'euros en liquide. Bon, finalement, ça fait jamais que 3 millions par an d'euros, c'est pas terrible. Mais sauf que
pour l'instant, hein, au stade où en est l'enquête et l'investigation, on apprend que c'est quelque chose de parfaitement licite, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'illégal dans plusieurs choses. La première, c'est que les entreprises ont le droit de surcotiser, parce que ces 20 millions, ils viennent en fait d'une surcotisation des entreprises volontaire, d'accord, qui n'a pas un caractère obligatoire, que les entreprises ont le droit de cotiser, que cet argent va dans des caisses dont la comptabilité, au terme d'une loi de 1884, n'est pas obligatoire. Donc on n'est pas obligé de tenir la comptabilité de cet argent. D'accord ? Troisièmement, cet argent, c'est de l'argent privé, donc on en fait ce qu'on en veut. Donc si vous avez envie, en l'occurrence si l'Union des industries et métiers de la métallurgie a envie de le distribuer, alors à qui on va voir, elle peut le distribuer, ce qu'elle a fait à sa guise. La version officielle d'un mot qui est tout à fait joli, c'est pour fluidifier les relations sociales. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le fluide, mais enfin... Donc ça veut dire qu'on met de l'huile dans les rouages, et naturellement les syndicats se sont sentis visés en disant, mais en fait, on nous accuse de bénéficier, les rouages c'est nous, quoi. Voilà. Bon, alors, ok. Ce qui serait éventuellement illicite dans cette affaire-là, c'est si effectivement l'argent n'était pas distribué à des organisations, qu'elles soient syndicales ou autres, mais si elles étaient distribuées en fait à des individus qui ont un pouvoir, je dirais, sur cette organisation. Donc par exemple, je ne donne pas de l'argent à un syndicat, je donne de l'argent au secrétaire du syndicat, alors là on rentre dans autre chose. Mais jusqu'à cette barrière-là, on va dire qu'on est dans le licite, d'accord ? Et pourtant, on peut dire qu'on est dans l'immoral, parce qu'il faut savoir quand même que beaucoup de gens ignoraient ce type de pratique, et que donc elle restait relativement secrète. En tout cas, ni ceux qui donnaient de l'argent, ni ceux qui en ont bénéficié ne s'en sont jamais vantés. Donc vous voyez, là il faut faire attention avec ça. Et alors, et du coup on pourrait dire l'inverse, est-ce que ce qui est moral est toujours licite? Vous savez qu'il y a une loi qui a été sortie il y a quelques années par un procureur, donc qui existait, c'est pas lui qui l'a inventé, qui disait qu'on pouvait commettre un acte de vol si c'était par une impérieuse nécessité, notamment alimentaire. Donc c'était cette mère de famille qui avait été en fait poursuivie parce qu'elle avait volé dans un supermarché. Et en fait, on avait, ça avait ému, bien entendu, les chaumières. Et donc, du coup, on avait dit, mais il existe une loi pour ne pas la poursuivre, parce qu'elle avait vraiment absolument besoin pour nourrir ses enfants. Bon, voilà. Donc, ça veut dire qu'aussi, ce qui est moral, on va dire que ça l'était, n'était pas forcément licite, bien qu'on a trouvé une parade. Bien. Est-ce que ça veut dire que tu introduis l'idée que, par exemple, pour les délinquants, ce qui pourrait être légal n'est pas pour eux forcément légitime? Ou est-ce que c'est ça que tu as derrière la tête? Oui, bien sûr. Alors, c'est là que je voulais en venir. Je voulais en venir ensuite sur... Non, mais c'est bien, merci Jean-Marie. Sur le fait que, quand on passe de la société à l'individu, et ça va faire la transition avec le relais que je vais de nouveau passer à Serge Soto, on peut se demander, mais à ce moment-là, si la société est pathogène, c'est-à-dire qu'elle porte en elle, en fait, les gènes de la délinquance, pourquoi ce sont tels individus et pas d'autres qui se trouvent donc en situation d'être délinquants? Alors c'est là où ça devient compliqué, parce que, pour aller vite, il va y avoir chez ces individus une combinaison à la fois de facteurs sociaux généraux, qui font qu'ils sont dans un milieu qui est porteur, à la fois des facteurs, on va dire, microsociaux, qui est lié à leur entourage immédiat, la force de l'exemple, en quelque sorte. Quand vous êtes entouré de gens qui volent, ben vous allez voler. Ça paraît normal que vous soyez beaucoup plus induit que d'autres, à faire cela. Et puis, vous avez des éléments, et c'est là que ça devient plus compliqué, vous avez des éléments qui sont propres, à la limite, à l'histoire de l'individu dans cette société, d'une part, dans ce groupe social, d'autre part, donc sa propre histoire personnelle, où là, on introduit des éléments qui sont de l'ordre de la stratégie, c'est-à-dire qu'on considère
qu'il y a des stratégies d'individus, d'accord, qui peuvent porter les uns ou les autres à faire des arbitrages entre des contradictions ou des injonctions contradictoires. Alors, ça va être l'arbitrage classique entre est-ce que je vais percevoir telle allocation parce que je fais tel stage qui correspond à 50% du SMIC, ou est-ce que je vais prendre éventuellement plus de risques et donc de me mettre en danger pour récolter la même somme en un jour ou en une semaine. Donc là, ce sont des arbitrages que tout individu fait. Alors, ensuite, est-ce qu'il les fait consciemment? Est-ce qu'il les fait inconsciemment? Probablement consciemment pour certains, inconsciemment pour d'autres, mais ces arbitrages existent. C'est-à-dire que, puisqu'on attribue une responsabilité aux délinquants, d'accord, il faut bien qu'on essaie de déterminer qu'est-ce qui pousse ce délinquant. Certains observateurs se disant éclairés des siècles passés étaient arrivés à la conclusion qu'il y avait des gènes de la délinquance, des gènes de la criminalité, et certains hommes politiques récemment en scène, par exemple Nicolas Hess, avait déclaré que en fait la pédophilie était une déviance qui était contenue dans les gènes des individus. Bon, après on lui a fait dire que ce n'était pas tout à fait ça qu'il avait dit, mais enfin bon, c'est pour dire quand même que ces croyances, elles ont quand même la vie dure, et on le comprend qu'elles aient la vie dure parce que on n'a pas systématiquement d'explication pour dire pourquoi c'est un tel et pourquoi c'est pas tel autre. Et du coup, quand on est à court d'explications, on va chercher des explications, on va dire, parascientifiques, ou des explications liées, je ne sais pas quoi, à la destinée, à la numérologie, à ce que vous voulez, à l'astrologie. Et donc là, c'est vrai qu'on a du mal, même nous, enfin sociologues, on a du mal à pouvoir dire qu'est-ce qui se détermine dans un processus finalement de passage à l'acte. Et on va passer à l'acte Oui. avec Serge. Alors, très vite, deux choses, puis j'aimerais bien quand même que vous réagissiez sur ces données. La première chose, c'est qu'on vient d'entendre, dans tout ce qu'a dit Elie Gallon, je vous demande de bien remarquer par rapport à la fichette à quel point, alors c'était volontaire de notre part, on le dit, hein, éducation, répression, on va montrer à quel point on a très mal présenté le problème, mais il y a autre chose là que je viens d'entendre qui me paraît très très important, c'est le délit, le mot délit, ça ne se limite pas à jeunes. Parce que tous les exemples qu'a donné Elie Gallon montrent qu'il y a des problématiques sociales où la dialectique entre l'individuel et le collectif, il y a une interdépendance là. Donc déjà, c'est pour ça que j'ai fait exprès avec un peu d'humour de parler des ennemis de l'intérieur. Vous comprenez que si, sans s'en rendre compte, les jeunes, au hasard, je dis un truc au hasard, mais complètement au hasard, les immigrés, mettons, hein, sont les nouveaux ennemis intérieurs, hein, Au hasard. complètement au hasard, oui, c'est pour prendre un exemple, parce que sinon j'y arrive pas, sinon je me mélange les crayons. Ça veut dire qu'on ramène le problème où on prend le symptôme pour la cause, et ça c'est grave. Je m'arrête là pour ne pas revenir au collectif. Mais ce qu'on peut peut-être dire, c'est que le jeune, individuellement et parfois collectivement, est-ce qu'il n'y a pas comme premier sens à l'acte délictueux chez les jeunes un fonctionnement complètement en miroir par le modèle renvoyé? C'est-à-dire qu'à partir du moment où et il est allé très très vite, Elie Gallon, mais on aurait pu en donner d'autres exemples de délinquance dans un tas de domaines. À partir du moment où un être humain, ou comme dirait Lévi-Strauss, le petit de l'homme, est percuté par ce type de fonctionnement, tous azimuts dans le licite, l'illicite, l'immoral, il ne faut pas s'étonner qu'on ait quelque chose qui fonctionne un peu en miroir. Ah, alors si ça fonctionne en miroir à l'échelle de l'individu, ça veut dire qu'il y a un problème. Ah bon? Ah ben alors, si j'arrête mon propos là,
le jeune, il est irresponsable. Tous les actes qu'il pose, il y est pour rien. C'est la société qui est fautive et on n'a rien à faire. Non, non et non. Parce qu'on dit aussi, le délit, c'est l'incapacité à différer le plaisir. C'est la pulsion. Exemple concret, vécu. Un de mes petits cousins, il vient passer les vacances chez moi, 7 ans et demi là. En 3 jours, il pique une montre, 2 bracelets et un collier qu'on retrouve sous le lit. Oh yo, la honte. Mon cousin, il est klepto, dit. Au secours. Allez, bon, ça fait drôle. Le père, qu'est-ce qu'il fait? Mort de honte. Il l'amène au supermarché, il lui dit, ah, puisque c'est comme ça, tiens, on prend 2 CD. Il dit, maintenant, à la caisse, on passe, on les fauche. Bon, le minot, il panique, il pleure et tout. Et le père, qui n'a de cesse, en rentrant à la maison, de hurler à son gamin, et pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi tu as fait ça? Et l'autre, je ne sais pas. Et à un moment donné, je dis au père, on va un peu faire baisser la pression. J'essaierai d'en poser une autre de questions, mais je vous les poserai un peu plus tard. Et puis, 2 heures après, je le vois, je dis, alors Guillaume, est-ce que tu as compris ce qu'il t'a dit, papa? Il me dit, oui, j'ai compris, il me parle, et il fonctionne sur le registre de la culpabilité de l'acte commis, parce qu'il a intériorisé le fait qu'il a causé un préjudice à l'autre. Donc là, déjà, on a tout bon. Là, il y a enclenchement d'un processus éducatif. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas d'éducation possible tant qu'il n'y a pas prise de conscience et culpabilité du dommage, du préjudice ou de la souffrance causée à l'autre. Tant qu'il n'y a pas ce mécanisme-là, et c'est pour ça que le positionnement des adultes il est important. Ce n'est pas pour culpabiliser les adultes à leur tour que je dis ça. C'est pour montrer que c'est ça, être dans une démarche éthique d'aide, c'est par une posture qui permet à l'autre de mettre en place ce déclic. Et le minot, je le vois, je parle, il dit, alors tu as compris, oui, alors on ne fait pas... Et à un moment donné, je lui dis, parce qu'elle est là la question à poser, surtout s'il y a des travailleurs sociaux là, c'est pas pourquoi tu as fait ça, c'est au moment où tu le fais, comment ça se passe dans ta tête? Et réponse du gamin de 7 ans, j'y pense pas à tout ça, sinon je ne le prendrai pas. Voilà des choses fortes qu'il faut entendre. Et quand je vous dis ça, est-ce que ça veut dire que je prône le laxisme ou le laisser-faire? J'essaie de comprendre au niveau de l'individu quel est le sens de ce passage à l'acte pour savoir si j'ai compris le sens. Et le sens, c'est aller travailler sur la cause et pas sur le symptôme de l'acte. Comment je vais travailler pour essayer de faire un peu cheminer cette personne pour pas qu'elle recommence. Et à la limite, je revendique ici que je contribue autant à une efficience sociale que si je le mets à l'écart ou que je le rejette.